L'interview. Bienvenue dans Coup de sifflet. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Monsieur Gianni Moreno, journaliste à Midi Libre. Aujourd'hui, on va revenir sur votre parcours et plein d'autres sujets. Déjà, bienvenue. Merci à vous pour l'accueil. C'est sympa d'intervenir, de revenir ici où j'ai étudié. Et c'est avec plaisir que je vais répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Merci en tout cas d'avoir accepté. Tout d'abord, on avait la question un petit peu centrale liée à votre profession. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'être journaliste sportif? Alors c'est tout simple, ce qui m'a donné envie d'être journaliste sportif, c'est la passion pour le sport dans un premier temps. J'ai bien compris que j'avais pas, on va dire, le niveau pour être sportif, mais je voulais quand même être dans ce milieu-là. Donc j'ai regardé ce qui se faisait pour graviter autour de ce milieu. Et le journalisme est arrivé, on va dire, assez tôt. J'étais déjà passionné de reportages autour du sport. Je suivais beaucoup les journalistes sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est venu assez tôt et puis j'ai suivi cette voie. Voilà, tout simplement. L'envie, en fait, le mot d'ordre, c'est l'envie de faire partie de ce cercle-là, dans le milieu du sport. Okay. Tout simplement. Et du coup, pour mieux comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a poussé à rejoindre cette voie-là? Et qu'est-ce qu'a été votre tout premier sujet? Est-ce qu'il y a un premier sujet qui a introduit un peu cette voie-là? Et moi, du coup, avant d'être journaliste sportif, on va dire professionnel, j'ai été rédacteur bénévole sur un site internet. Mon tout premier sujet, donc bénévole, ça a été d'interviewer un joueur de foot qui jouait à 7 à l'époque, là où j'habite. Et ça s'est bien passé. Pour une première interview, j'étais bien stressé, mais ça s'est bien passé et ça a affirmé ma volonté de poursuivre dans cette voie. Donc après, j'ai étudié ici. Je suis pas allé au bout du cursus, mais j'ai trouvé une autre voie pour rentrer à Midi Libre aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré. On va dire pas le parcours traditionnel, parce que j'ai commencé en étant correspondant, puis secrétaire de rédaction, et maintenant je suis à temps plein à la rédaction. Ok. Donc vous direz que votre parcours il est un petit peu atypique? Voilà, on peut dire atypique. Après, moi j'avais été aussi dans votre cas de figure, j'avais dû interviewer des gens. Et pareil, dans la question du parcours, ils avaient été nombreux à répondre et à jamais avoir vraiment le même parcours. C'est un milieu, on va dire, on peut y rentrer pas comme on veut, mais il n'y a pas une seule voie standard comme sur certains métiers où il faut bac plus 5 en ça, ou bac plus 8 en ça, ou machin. Donc voilà, mon parcours, on peut dire atypique. En tout cas, c'est pas la voie traditionnelle, mais c'est tout comme, et j'y suis arrivé comme ça. On dit souvent que le plus important dans son métier, c'est d'être épanoui et de faire le métier de ses rêves, on va dire, sans privilégier forcément le salaire. On dit souvent que c'est mieux de se lever en étant de bonne humeur. Et est-ce que c'est ton cas, tu as réussi à le faire? Ouais, tout à fait. Bon, après, j'ai des horaires assez spéciaux parce que je m'occupe du bouclage. Donc des fois, c'est le samedi soir, dimanche soir, enfin, même tout le temps. Donc je finis tard, mais je fais quelque chose que j'aime. Je suis entouré de gens qui partagent la même passion que moi. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est moins contraignant que se lever à 8 heures et faire un travail qu'on déteste, ou d'y aller en reculant, quoi. Moi, je fais tout ce que je fais, ça me passionne. Les sujets, on me les impose pas, c'est moi qui vais les chercher, donc j'ai pas beaucoup de contraintes, si ce n'est le bouclage, les horaires et sortir les pages à chaque fois le jour pour le lendemain, quoi. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu plus ce que c'est le bouclage et les choses que vous avez à faire tout au long d'une journée, par exemple? En fait, le lundi, je regarde les événements sportifs qui vont avoir lieu le week-end, donc ou dans la semaine, mais le plus souvent, 90% du temps, c'est le week-end. Je regarde à peu près par ordre on va dire, d'importance, ce qu'il faut privilégier et ce qu'il faut, on va dire, en plus bas dans le journal, sans les dénigrer, mais bon, on a par exemple les féminines de Montpellier, c'est la première division, donc on est obligé de les mettre en gros avec une grosse photo, tandis que quand ça va être des matchs de foot ou de handball de faible division, on va les mettre en bas, en plus petit. Donc mon travail, c'est de monter ces pages, tout aligner pour que tout rentre dans une page. Après, je prends 1, 2, 3, 4 pages, ça c'est mon problème en fonction de ce qu'il y a. Ensuite, je commande les papiers à nos correspondants. Et le week-end, je boucle, c'est-à-dire que je reçois les papiers des correspondants, je les corrige, je les mets en page et j'envoie au bouclage, c'est-à-dire les rotos, ça s'appelle, c'est ceux qui impriment le journal, du coup à Saint-Jean-de-Védas aussi où je travaille. Okay. Du coup, c'est des semaines chargées, surtout en fin de week-end, c'est ça que... Surtout à la fin de semaine. Le lundi, donc je vais donc à Saint-Jean-de-Védas, je sais pas si vous voyez tout où c'est, Midi Libre, Saint-Jean-de-Védas, là, quand on prend l'autoroute. Le lundi, je vais sur place, je coordonne tout,
Donc il y a à peu près une quarantaine, à peu près une cinquantaine de matchs ou d'événements à couvrir dans le week-end. Donc je fais appel aux correspondants locaux de presse qu'on a dans l'Hérault. Et quand c'est des matchs à l'extérieur, je donne un exemple, les féminines de Montpellier qui vont jouer à Dijon, et bien on contacte ceux sur Dijon pour avoir une correspondance. Ça c'est le lundi. Le mardi, mercredi, jeudi, je peaufine ces pages-là, où je me mets à l'écriture, parce que de base moi je voulais écrire. Je me suis retrouvé d'abord plus à driver, mais de temps en temps j'aime bien écrire aussi. Et après le vendredi, samedi, dimanche, 18h minuit à peu près, bouclage. Donc je reçois tous les papiers, je les mets en page, et ça part après à l'impression du journal pour le lendemain matin. Okay. Donc c'est une semaine type, ça ressemble à peu près tout le temps à ça, sauf si je suis amené à me déplacer pour couvrir un match ou si c'est compatible avec mes horaires du week-end. Donc c'est vraiment flexible niveau horaire et niveau déplacement, et il n'y a pas vraiment de routine particulière à part. Pour le bouclage, ouais, je peux me retrouver le mercredi si on a un sujet intéressant, un sportif à aller interviewer ou quoi, ben je me déplace dans le département pour aller interviewer. Si c'est trop contraignant, ça se fait par téléphone. Il n'y a pas trop de contraintes à ce niveau-là. Okay. Et on a parlé des étapes de formation, le parcours un petit peu exceptionnel, tout ça. Est-ce que tu trouves que tu es arrivé au bout, ou est-ce que tu as encore, je pense que tu as encore une idée au moins d'évolution, soit une idée un peu rêvée, soit une idée vraiment factuelle dans les prochaines années? Comment tu veux évoluer? Qu'est-ce qui peut se passer pour toi dans les prochaines années? Arriver au bout, non, parce que je pense qu'on n'arrive jamais au bout. On a toujours des choses à apprendre. Pour les prochaines années, l'idéal ce serait déjà de continuer à progresser, on va dire, à prendre des conseils de mes confrères qui sont là-bas depuis. Il y en a certains qui sont au journal depuis 20 ou 30 ans, donc c'est sûr que dès qu'ils me donnent des conseils, je suis toujours attentif. J'essaie de garder ça dans un coin de ma tête. Ça peut toujours servir à leur expérience. Et pour le futur, c'est, on va dire, essayer de couvrir des compétitions, les meilleures compétitions, les plus professionnelles, parce que là, des fois, il y a du football amateur, du handball amateur, tout ça. L'évolution, on va dire, même si le métier va rester plus ou moins le même, l'évolution, ce serait de passer sur du sport professionnel. Mais je suis encore un peu jeune dans l'entreprise pour qu'on me confie ces tâches. Et est-ce que justement par rapport à votre perspective d'évolution, il y a une qualité indispensable qui vous a déjà mené à ce poste-là et qui ferait que l'évolution peut être plus rapide ou... Ce que je dis toujours, c'est la polyvalence, parce que on connaît le contexte dans la presse actuellement et c'est pas joyeux, donc on peut pas multiplier les salariés, ni les embauches, ni les piges, tout ça. Donc pour moi, l'essentiel, c'est d'être polyvalent, de pouvoir faire de la presse écrite, de la presse web, de la photo, de pouvoir être à l'aise face caméra, interviewer, savoir monter des formats courts pour les réseaux. C'est ça, je pense, qui va permettre de donner un plus et de se démarquer par rapport à d'autres qui vont être spécialisés uniquement sur de l'écrit ou uniquement sur du web. Voilà, je pense que la polyvalence, avec plein d'autres choses, comme la passion, l'esprit le travail en équipe, tout ça, mais je pense que la polyvalence, c'est un des points forts, une des qualités à avoir pour progresser en tout cas dans ce domaine. Quand on voit l'évolution du métier, dans des questions un peu plus techniques, est-ce que le journal papier, ça a vraiment un avenir? Et est-ce qu'il ne faut pas peut-être privilégier ce qui est plus numérique aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionnerait mieux? Et est-ce que tu as une idée, toi, de projet ou d'idées sur le futur par rapport à ça? Je pense pas qu'il faille délaisser le journal papier, et juste les modes de consommation de l'info a vachement évolué avec, on le sait, les réseaux sociaux, les formats courts, TikTok et tout ça. Donc l'information, il y en a qui veulent l'avoir plus rapidement via donc les canaux d'information en ligne. Et le journal papier est, à mon sens, j'ai pas la réponse, mais est amené à plus se spécialiser dans les formats longs, les enquêtes, et à avoir vraiment la véracité de l'info. On va avoir le temps de la vérifier et d'en faire un long sujet, tandis que sur, on va dire, tout ce qui est actu chaude, pas non plus putaclic comme on dit, mais là ça va être plus réservé au web. Et pour moi, les deux se complètent bien. Je pense pas que le web va remplacer le papier, parce qu'il y a quand même encore vraiment beaucoup de lecteurs papier, notamment les plus âgés qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Et je pense que les deux peuvent bien cohabiter, et en utilisant bien les deux, pouvoir avoir l'accès à toutes les infos, c'est-à-dire
le rapide et le plus profond, les enquêtes de terrain, tout ça. Et sur le traitement de l'information, comment est-ce que on arrive à dissocier la passion qu'on a par exemple pour un club avec la neutralité qui est quand même demandée en journalisme En fait, la neutralité, chacun la voit un peu différemment. Moi, je dirais que pour être neutre le plus possible, il faut donner des faits qui sont impossibles à contredire. Il y a eu, moi je parle du sport parce que je suis spécialisé là-dedans, mais si on donne des statistiques, des chiffres, des faits de jeu qui se sont vraiment passés, c'est compliqué d'être pas objectif. Après, on peut, on va dire, un peu le mettre à notre sauce, mais si on explique vraiment ce qui s'est passé sans prendre parti, en donnant des vrais faits et des vraies statistiques, je pense que la neutralité, elle sera présente quoi qu'il arrive. Par rapport à ton parcours, si je me trompe pas, à côté de cette voie-là du journalisme, tu as aussi fait de la communication. Nous, on fait des études d'information de communication, donc forcément, ça nous intéresse d'en savoir un peu plus par rapport à ça. Moi, du coup, en fait, j'ai commencé, donc après un bac ES, je suis venu ici. J'ai fait sciences du langage, option média, communication, médiation numérique. Donc c'était la voie qui me semblait la plus, on va dire, enrichissante pour arriver dans le journalisme. J'ai fait qu'un an parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup de théorie, pas assez de pratique. Donc j'ai préféré essayer comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre une autre voie. Après, il y a eu le Covid, donc là, il y a tout qui était en stand-by, même les compétitions sportives et tout, donc là, ça a été compliqué voilà. Et donc la communication, je suis rentré en tant que responsable communication au FC7, donc club semi-professionnel, anciennement donc A7, parce que j'étais photographe bénévole pour le club, et j'écrivais aussi des articles de manière bénévole. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait être polyvalent. Je pense que c'est cette polyvalence qui m'a fait intégrer le club en tant que responsable communication. Je faisais de la photo, du graphisme, des interviews, je gérais l'écran géant pendant les matchs. Donc le fait de tout faire, surtout pour un petit club comme ça qui peut pas recruter à tous les postes, je pense que là aussi ça m'a bien aidé. Et après ça, vous le savez ou non, le club a été judiciairement fermé. Donc moi Midi Libre m'a proposé de poursuivre un peu plus ce que je faisais. Donc de base, je faisais que des correspondances sur des matchs le week-end, une fois sur deux. Donc c'est là que j'ai intégré la rédaction en tant que secrétaire de rédaction. C'était pas beaucoup, c'était une quinzaine d'heures par semaine. Mais bon, ça m'a permis d'y mettre un pied en plus et aujourd'hui d'être à temps plein au journal. Et c'est la question, c'est ça la question par rapport à la communication. Oui, c'est ça. Voilà. C'est à peu près tout. Et donc c'est vraiment une expérience qui aujourd'hui te permet d'être plus polyvalent parce que tu as pu toucher à tout. Et t'as propulsé aussi avec ton expérience au FC7. C'est ça qui t'a vraiment mené à aujourd'hui être au journal de Midi Libre. Voilà, ce qui m'a servi, c'est que d'abord, que je gravitais un peu autour du club, comme je l'ai dit, en tant que photographe, rédacteur, un peu bénévole, tout ça. Le journaliste de Midi Libre de 7 qui couvrait le club m'a, entre guillemets, pas repéré, mais a vu que je faisais du travail assez qualitatif, vu qu'il m'a contacté pour, on va dire, le décharger d'une partie de son travail. Et c'est ça qui m'a fait intégrer le journal. Et ce que j'ai fait aussi à 7, je pense que ça a aidé aussi ce que j'ai fait en fait en tant que correspondant pour le journal en couvrant aussi 7, ce qui est plus facile pour moi parce que je connaissais tout dans le club parce que j'y étais en tant que salarié. Ça, le journal a dû se dire quand même il connaît bien son sujet. Donc c'est pour ça qu'on a pris lui parmi les 40 ou 50 correspondants et pas un autre. Parce que je maîtrisais mon sujet, oui, et je touchais un peu à tout. Voilà. Okay. Et du coup, la communication, donc le métier vraiment de communication, c'est-à-dire de faire la communication d'un club ou d'une association, tout ça, c'est vraiment lié au journalisme. Alors du coup, toi, dans ton rôle actuel, peut-être un peu moins, mais dans les rôles que tu as pu avoir auparavant, c'est-à-dire correspondant ou sur le terrain, dans les interviews, dans les reportages, c'est quand même utile d'avoir des notions et des bases de communication. Oui, bien sûr, Entre les codes. Il y a quand même une base à avoir, notamment au niveau des termes employés, dans le jargon, les joueurs qu'on va interviewer, les matchs dont on va relater les événements. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Et ce que j'ai fait
d'abord en tant que correspondant, puis à 7, puis maintenant en tant que journaliste professionnel, ça a eu toujours, on va dire, un peu le même circuit, quoi. Et est-ce que quand tu écris des articles, enfin du coup tu les mets en forme et ça, est-ce qu'après vous avez des retours des lecteurs, des critiques ou... Nous, sur les clubs de sport, du coup, on a des retours quasiment que des supporters ou des gens qui sont dans le club. Ça va être pas pareil que les articles politiques ou économiques ou quoi pour ceux qui travaillent au journal. Donc les retours qu'on va avoir, c'est quand par exemple un club a eu une plus grande partie sur le journal, merci d'avoir mis en lumière ce qu'on faisait, ou alors des clubs qui vont pas avoir l'habitude d'être couverts. Par exemple, moi, il y a quelques mois, je suis allé à un club de paintball dans l'Hérault. J'ai mis en semaine, donc en semaine, il n'y a pas d'événement de sport, donc on est plus libre dans les pages. J'ai mis une belle demi-page avec 2-3 photos. Ils n'avaient jamais été mis en avant comme ça sur un journal, qui plus est le plus gros ici. Donc ils avaient été super contents. Donc là, les retours qu'on a, c'est plutôt positif pour nous dire merci de nous avoir considérés, merci d'avoir écrit ça. Moi je dis c'est la vérité, donc on l'a marqué. Donc voilà, les retours qu'on a, c'est à peu près ça. En tout cas, moi, dans le milieu du sport, on n'a pas beaucoup de retours, on va dire, plus critiques ou plus constructifs. La plupart des gens, ils ont vu ce qui s'est passé au match, c'est écrit noir sur blanc, et ils vont pas non plus. C'est rare, c'est très rare. Okay. Tu as parlé de ta passion pour le sport, et du coup aujourd'hui le rôle qui est 100% sportif, même si bon, il y a le côté écriture forcément, mais c'est écriture sportive. Est-ce qu'il y a un autre thème ou une autre thématique qui t'intéresse un peu plus? Tu as parlé de la politique, de l'économie, tout ça, ou vraiment pas du tout, ou vraiment tu sais que toute ta vie, enfin toute ta carrière, tu seras quand même centré sur le sport? Au départ, on m'avait dit que avant de se spécialiser dans le sport, il fallait faire un journaliste global, c'est-à-dire essayer de toucher à tous les sujets, ce qui n'est pas évident quand on ne connaît pas, quand on part, on va dire, de zéro, de s'intéresser à la politique, à l'économie, aux faits divers, aux actus. C'est vraiment pas évident. Mais moi, j'ai jamais eu besoin de passer par cette voie-là. J'ai direct propulsé dans le sport de par mes expériences en tant que bénévole. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui va être culture, plutôt les pages culture, cinéma, films, séries, actualités culturelles, quoi. Ça reste un peu pas dans le sport, mais dans le divertissement. Mais c'est vers là où si on me proposait un jour de bifurquer sur un autre service, peut-être que ce serait celui-là qui m'attirait le plus. Et est-ce que vous sentez une concurrence entre du coup Midi Libre, qui est le plus gros journal ici, et les potentiels créateurs de contenu sportif qu'il peut y avoir, que ce soit dans le journalisme sportif ou peut-être avec des collègues, vous avez pu en discuter sur d'autres domaines? Est-ce que vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui prend de la place dans l'information ou pas spécialement? Ça prend de la place, oui, ça prend énormément de place parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, quand on faisait le débat du journal papier et journal web, le web, on va avoir déjà tout le monde peut publier sur le web, peut publier quelque chose, et pas tout le monde peut publier sur un journal, même très peu de monde peuvent le faire. Donc ceux qui publient sur le web, oui, bien sûr qu'ils vont avoir l'avantage de pouvoir faire de l'instantané, de pouvoir donner l'accès à l'info plus rapidement à tout le monde et à beaucoup d'ailleurs de followers. Mais le journal papier et nous, en tout cas, on a quand même ce devoir de relater, de vérifier les sources et on va dire cette pression dans le sens où un influenceur, s'il se trompe et raconte n'importe quoi, il s'excuse 24 heures après, la story elle est partie, tout le monde a oublié, alors qu'un journal, s'il raconte n'importe quoi, ça va le suivre pendant des mois et ça va même se répercuter sur les collègues. Moi, si je raconte n'importe quoi, on va me dire, tu nous mets tous un peu, on va dire, dans la catégorie, ce journal raconte n'importe quoi. Donc oui, ils prennent de la place, mais je pense pas que ce soit de la concurrence pure au niveau de ce qu'on raconte. Peut-être au niveau des audiences de temps en temps. C'est d'ailleurs pour ça que le journal, ces dernières années, s'est un peu transformé dans la partie web. Il y a d'ailleurs un TikTok de Midi Libre depuis quelques mois, ça n'existait pas avant, pour essayer aussi un peu d'aller sur ce terrain-là. Mais le mot concurrence, je pense qu'il est un peu dur. C'est sûr qu'il y a plus de possibilités d'accéder à l'information, mais je dirais pas jusqu'à dire concurrence. Il y a aussi comme une chance un peu que Midi Libre ait un peu le monopole sur le milieu dans le coin, parce que quand on regarde d'autres régions, c'est pas forcément le cas. Ici, et notamment
où tu travailles, c'est-à-dire autour de Montpellier, il n'y a que Midi Libre qui s'occupe par exemple du sport et d'autres sujets. Donc est-ce que ça aussi ça joue? Peut-être que dans d'autres régions, ils sont peut-être plus en difficulté par rapport à ça ou... Oui, ça joue bien sûr parce que Midi Libre ici c'est des médias de référence, donc même s'il y a des confrères qui font du bon travail, les sites actu, les sites métropolitains ou les médias locaux que je connais un peu moins, Midi Libre est une référence, on va plus avoir tendance à faire confiance à Midi Libre. Si on voit une info, on n'est pas trop sûr de sa provenance ou quoi. Le premier réflexe pour tout le monde, je pense, ça va être d'aller sur Midi Libre, vérifier si l'info est liée ou si c'est pas vrai. Donc oui, c'est sûr que ça aide d'être la référence ici dans son domaine, quoi. C'est sûr que ça aide. Et justement, comment est-ce qu'un aussi gros journal quelles sont les techniques pour vérifier les sources, à qui on peut faire confiance et à qui, quel est le processus pour être sûr que l'information qui sera diffusée, ce sera la bonne et de la bonne façon? Moi, en ce qui me concerne, c'est sûr qu'on ne balance pas des exclus mondiales qui vont retourner Internet ou qui vont faire un buzz. Donc, mes sources, je les vérifie avec les gens que je connais, dans les clubs que je connais. Si on a un problème, on demande à un confrère s'il connaît quelqu'un dans ce club. Comme c'est quand même un microcosme assez petit, tout le monde se connaît dans l'Hérault, même dans la région. Au niveau du sport, en tout cas, on peut toujours trouver quelqu'un à appeler pour vérifier une source. Après, au niveau de mes collègues qui sont plus dans l'actu et dans les faits divers qu'il y a dans tout le pays, là, c'est sûr qu'il faut croiser ces sources et jamais faire confiance à une seule, parce que là, ça risque d'être... Mais en ce qui me concerne, j'ai pas trop à vérifier parce que c'est du sport, c'est du local. Les infos, elles circulent vite et on peut avoir l'info assez rapidement en un ou deux coups de fil. Donc, pour moi, à ce niveau-là, j'ai pas trop de problème pour vérifier les sources. Est-ce qu'il y aurait vraiment quelque chose qui ferait que dans les prochaines années, le métier de journaliste sportif évolue dans le sens où, dans le côté négatif, par exemple avec l'IA et tout ce qui peut en découdre, comment ça pourrait se passer? Est-ce que justement, avec les informations qui sont données, notamment par les ligues, la fédération, etc., est-ce que rien qu'avec un compte rendu de match, l'IA serait capable d'écrire un article et tous les articles sportifs, surtout pour le monde pro, parce qu'il y a plus de discussions sur Internet dessus. Est-ce que ça inquiète ça ou comment ça peut faire réagir? Ça inquiète, je pense que ça inquiète, oui. Moi, non, parce que c'est quand même, on reste sur des matchs, la plupart du temps, 90% c'est des matchs amateurs. Donc il va pas y avoir beaucoup d'infos, sauf pour le correspondant que j'aurais envoyé sur le match. Dans ce cas-là, s'il y a un correspondant un jour qui essaye de me faire le compte rendu du match sans avoir été au match, ça va se voir direct. Il n'y aura pas de feuille de match. Et c'est le seul moyen d'avoir accès à la feuille de match, c'est d'être sur place. Donc à ce niveau-là, l'IA peut pas nous remplacer nos papiers de sport local. Après, pour le sport global, c'est sûr que avec toutes les infos qu'il y a sur les matchs professionnels, l'IA serait capable, bien sûr, d'écrire un compte rendu bien détaillé, bien précis. Et je suis pas sûr qu'on sente la sensibilité, la plume de quelqu'un qui écrit à travers l'IA. Je pense que c'est pas possible. Moi, je le disais souvent, la Provence, l'équipe, tout ça, même sans regarder la signature, je savais qui c'est qui avait écrit le papier en question parce que je reconnaissais sa plume. Je pense que si vous lisez un papier qui a été écrit, généré entièrement par l'IA, vous le verrez direct. Donc c'est une menace, mais je pense que c'est encore un peu tôt pour que ça puisse remplacer ce qu'on fait actuellement. Et est-ce que vous pensez que le public il est aussi attentif que les journalistes sur l'information, qu'elle soit vraiment très développée ou plutôt un contenu vraiment instantané et rapide en lien avec le sport, justement, où l'information elle peut être soit très développée, comme vous l'avez dit, ou plutôt juste avoir les résultats et s'occuper vraiment de l'information principale, quoi. Je pense qu'il y a un peu de tout. C'est bien d'avoir l'information rapidement. C'est ce qui se fait d'ailleurs souvent quand il y a on appelle ça une brève, quand il y a une information qui tombe rapidement et qu'il faut la publier. On la publie sur le web, on met le titre, on envoie une notification et après il y a marqué plus d'infos à suivre. Et dès qu'on arrive à développer, à croiser des sources, à faire intervenir du monde compétent pour étoffer l'article, on actualise l'article et du coup il devient complet. Et c'est cette version complète qui sera le lendemain dans le journal. Donc on peut avoir les deux, on peut avoir l'info rapidement et on peut avoir l'info détaillée
en patientant un peu ou en attendant le lendemain matin dans le journal. Par rapport au cadre un peu géographique, voilà, on a bien compris que c'était local, c'était le sport amateur mais local ici dans la région. Est-ce que c'est pareil, c'est quelque chose qui te tient à cœur de rester dans ta ville natale, mais aussi où tu vis, où tu as tes amis, où tu as les clubs forcément que tu portes un petit peu dans ton cœur, parce que c'est les clubs que tu supportes depuis que tu es jeune. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de s'expatrier, ou alors pas du tout, c'est pas forcément dans ton idée de ton projet? Il y a un moyen bien sûr, parce que je pense qu'une fois qu'on a fait nos preuves dans une rédaction, on va être capable de s'adapter voilà, quelques semaines d'adaptation, et après le métier sera le même ailleurs, même si les fonctionnements peuvent évoluer. L'essentiel, on va dire, du travail, ça va être le même. Alors, en ce qui me concerne, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur le sport. Donc je m'occupe des pages de l'Hérault, du Gard et de l'Aveyron, le week-end au niveau du bouclage, et la semaine que de l'Hérault. Et je pense que j'ai encore pas mal on va dire, de choses à faire ici dans le local avant de penser à autre chose. Peut-être que la prochaine étape, ce sera rester dans le local, mais avec plus de professionnels, type Montpellier Hérault, Montpellier Volley, Top 14, rugby, tout ça, mais dans le local aussi. Avant d'aller voir ailleurs, je pense que d'abord refranchir une étape encore au journal, à Midi Libre, passer du sport local au sport général, et voilà. C'est un peu un moyen de ne pas brûler les étapes et de rester... Voilà, ça de rester un peu dans une bonne ligne. Dans un confort aussi, dans des sujets qu'on maîtrise, parce que c'est difficile du jour au lendemain occuper un poste si on connaît vraiment rien à l'environnement sportif du département, même de la région. Moi, ayant déjà travaillé dans un club de foot avant et ayant suivi beaucoup de joueurs dans leur carrière dans le département, j'ai quand même pas mal de connaissances, pas mal de contacts. Le jour où c'est déjà arrivé que il y a un mail qui se perd, je le reçois pas, c'est 23h30, on n'a pas le papier, j'appelle un joueur et je lui demande ce qui s'est passé. En deux, trois phrases, j'écris moi-même le compte rendu. C'est sûr que si on connaît personne, c'est plus difficile de se retourner à ce niveau-là. Le fait d'avoir été longtemps dans ce milieu et de continuer à y être, ça aide à s'adapter en cas de souci, ou en cas, comme vous m'avez dit tout à l'heure, pour vérifier une info, un truc comme ça. Alors que si je sais pas, mais je vais travailler un jour à Ouest France. Si j'arrive du jour au lendemain, là, ça va être un peu plus compliqué. Le temps qu'on me drive, le temps qu'on m'introduise dans la rédaction et que je me fasse des contacts, c'est sûr que c'est un peu plus long. Le réseau a vraiment une place essentielle en fait dans. C'est vraiment très important dans ce métier d'avoir un bon réseau, surtout d'être curieux en fait, d'être toujours demandeur d'infos, ou même de conseils pour progresser. Moi, je demande beaucoup. Des suggestions, des conseils, par exemple pour un titre, parce que les correspondants, souvent ils m'envoient des titres, mais ils savent pas la place que j'ai pour le titre. Des fois ils m'envoient une phrase de 30 mots, moi j'ai 3 mots à mettre. Donc souvent pour les titres, je pose des questions pour essayer d'être dans les standards, dans les codes, et de faire le mieux possible en fait, et faire la meilleure page possible. C'est intéressant parce qu'à la fois tu parles de ta progression un peu personnelle, dans le sens où tu t'améliores de jour en jour forcément, mais on sent aussi qu'il y a une envie aussi d'apprendre des gens qui peuvent être autour de toi, qui sont plus expérimentés, et en fait c'est ça de ce que je ressens en tout cas, c'est un peu la leçon que tu aimerais faire passer, dans le sens où oui, il y a les contacts, il y a le travail, il y a les études, c'est forcément important, voilà, d'être capable d'écrire un article, quoi, forcément, mais il y a ce côté-là aussi d'avoir envie d'apprendre, d'être à l'écoute. Ça, c'est aussi un facteur utile dans cette évolution-là. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont là depuis 30 ans, c'est pas non plus un hasard s'ils sont là et qu'ils occupent cette place, qui plus est avec les changements qu'il y a eu. Parce que celui qui est rédacteur en chef à Midi Libre en 2025, il a connu la presse en 2000 aussi. Donc moi, j'ai rien connu du tout. Donc c'est sûr, son expérience, son vécu, ça va toujours être un plus. Et si lui, il a réussi à garder ce poste aussi longtemps avec la presse, comme elle a évolué toutes ces années, c'est qu'il sait s'adapter et il sait aussi être porteur de bons conseils le jour où je pose des questions et où
je demande, comme je l'ai dit, moi, il y a personne qui est plus jeune que moi à la rédaction, donc j'ai tout à apprendre des autres. Donc c'est avec plaisir que je reçois leurs conseils, leurs remarques aussi, leurs critiques quand il y en a, parce qu'on fait pas tout parfaitement. Et c'est ça aussi qui permet d'évoluer, simplement. Et justement, en parlant de conseils, est-ce que vous en auriez un pour un étudiant en communication qui souhaite s'intégrer dans le journalisme sportif? Comme je disais tout à l'heure, faire preuve de curiosité, voilà, essayer de demander, de poser des questions, de s'intéresser. On va toujours avoir, une info ou un détail en plus. Le fait de s'intéresser, d'essayer d'approfondir, même si l'information ou le détail il semble superflu sur le moment, c'est possible que dans 3 mois, quand j'écris un papier, je me dis ah mais attends, lui il m'avait dit ça. Hop, si je rajoute là dans ce papier, vraiment ça fait une plus-value au papier. Donc essayer d'emmagasiner le plus d'infos et d'être le plus curieux possible. Je pense que ça peut toujours servir, même si c'est pas dans l'instant T. Et ensuite, comme je l'ai répété, la polyvalence, vraiment essayer un peu de toucher à tout pour se démarquer, parce que des gens qui sortent même en bac plus 5 de l'école de journalisme, s'il n'a pas fait de terrain, il n'a pas fait de stage aussi, essayer de multiplier les demandes de stage ou les demandes de conseils auprès des professionnels. Ça peut aider, parce que moi par exemple j'ai pas de diplôme de journalisme, je sors pas d'une école de journalisme, mais je vais peut-être plus m'adapter au travail de terrain que quelqu'un qui a fait bac plus 5 en journalisme, mais qui n'a jamais et qu'on lâche le jour au lendemain comme ça à ma place. Ce serait compliqué pour lui, je pense. Donc essayer le plus possible d'être curieux, polyvalent et de s'intéresser à ce qui se passe. Juste pour conclure, si tu devais retenir ou alors avoir peut-être un regret d'un côté et un rêve de l'autre côté, qu'est-ce que tu ressortirais? Un regret, je pense, c'est de ne pas avoir poursuivi les études, parce que même si j'y suis arrivé, entre guillemets, c'est pas la fin, mais même si j'y suis arrivé à une étape de ce que je voulais faire professionnellement, j'aurais bien aimé aussi avoir une licence ou un master. Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de 2e année, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouvais que c'était beaucoup de théorie et très peu de pratique. C'est pas ce que j'imaginais en tout cas de la licence que j'ai choisie. Donc j'ai préféré abandonner et changer de méthode. Mais j'aurais bien aimé avoir sur mon CV un petit bac plus 3, un petit bac plus 5. C'est vrai que c'est toujours cool que de dire qu'on a juste le bac. Et un rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être aller chercher le monde professionnel dans le journalisme. C'est, je pense, plus enrichissant, c'est différent, sans dénigrer les sportifs amateurs, parce que s'il n'y a pas de monde amateur, il n'y a pas de monde professionnel, et ce qui ne marche pas à contrario. Mais c'est toujours, je pense, plus enrichissant d'aller voir des sportifs professionnels qui ont voyagé, qui vont jouer dans d'autres pays, qui ont des expériences. Par exemple, il y a un joueur au Montpellier volley qui a gagné les JO avec la France. C'est sûr que le jour où tu vas interviewer ça, tu vois, ça va être plus enrichissant et peut-être plus valorisant aussi de travailler avec des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau et tout le monde professionnel en fait, plus globalement. Même si j'apprécie énormément le milieu amateur, je le connais très bien. Et je m'épanouis actuellement. Ok. Écoutez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Et en tout cas, ça a été enrichissant pour nous de mieux comprendre aussi ces étapes-là qui pourront peut-être suivre nous dans nos potentielles futures carrières. En tout cas, merci beaucoup. C'est ce que je vous souhaite. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci. Et comme il a dit, on est hyper content d'avoir pu vous accueillir et d'avoir pu partager vos conseils et votre expérience. Donc c'est vraiment très gentil à vous d'avoir accepté. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.